Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous pour ce dernier atelier transition de l'année, bien sûr. Non, non, on n'arrête pas les ateliers transition. Donc aujourd'hui, on va plonger dans la méthode ACT, conçue par l'ADEME et par donc le CDP, pour aider les entreprises à bâtir un plan de décarbonation ambitieux et solide, ancré dans la durée. Aujourd'hui, on va être accompagné sur ce sujet-là et on a beaucoup de chance par Arnaud Marek, qui est donc le directeur général de l'ADEME Act Solutions, qui est en charge du déploiement de la méthode ACT pour l'ADEME. Et on a aussi Alain Risbourg, qui est là avec nous aujourd'hui, qui est donc un expert en tout ce qui est éco-conception et stratégie de décarbonation, qui a fondé aussi le cabinet Covivence. Voilà, et qui accompagne depuis longtemps du coup les organisations dans leur démarche RSE. Voilà, je ne prends pas plus longtemps la parole et Alain et Arnaud, je vous laisse la suite. Super. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le... Peut-être si, C'est parfait, est-ce que vous voyez mon écran? c'est Nickel. parfait. Ok, fantastique. Voilà, il doit y avoir... Et ça bouge? C'est tout bon. Ouais, théoriquement, il y a un slide où on se présentait. Ah ouais. Tu veux commencer, Alain? Vas-y, je t'en prie. Je commence. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous pour cette heure entre midi et deux pour parler transition et plus précisément plan de transition. Comme l'expliquait Claire, je suis directeur général d'une filiale de l'ADEME créée l'année dernière pour porter commercialement la massification d'utilisation de ACT, méthodologie développée par l'ADEME il y a 10 ans, dont on va parler de manière très large aujourd'hui. Et pour rappel du coup sur mon parcours, moi je suis sorti de l'ESSEC en 2008. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans différentes entreprises industrielles avant de créer mon cabinet de conseil, notamment sur ces sujets de transformation en lien avec les sujets de décarbonation. Et c'est notamment dans ce contexte-là que j'avais été amené à rencontrer Alain avant d'embarquer dans la grande aventure ADEME. Pour ma part, voilà, moi j'ai passé 30 ans dans le monde de l'informatique et du logiciel avant de virer ma cutie. Donc au sortir du Covid, j'ai changé de métier pour devenir consultant en transition écologique. Et j'accompagne les entreprises sur deux types de problématiques pour les aider à réduire leurs impacts. Des problématiques autour de la décarbonation. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et des problématiques autour de l'éco-conception, donc de la réduction des impacts de produits ou de services numériques. Et puis derrière, ce qu'on appelle la CV. J'ai déjà eu le plaisir d'animer, je sais pas, un, deux ou trois, je sais plus exactement, atelier transition. J'avais fait le premier d'ailleurs sur la thématique du bilan carbone, donc vous devriez pouvoir retrouver ça sur sur la chaîne de l'ESSEC. J'anime les slides, Arnaud, donc je te laisse enfin voilà, commenter, puis après j'animerai sur les miens. Ça te va? Pas de souci, pas de souci. Donc on va parler, voilà, on va parler aujourd'hui de actes et plus précisément de stratégie de décarbonation. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, un, beaucoup d'entreprises sont soumises à des injonctions contradictoires entre notion d'urgence à s'engager tout de suite dans des sujets climat, notamment d'atténuation, maintenant également d'adaptation, qui devient un sujet qui est mis au-dessus de la pile des thématiques environnementales. Donc agir vite. Et en même temps, on parle de sujets de long terme, on parle d'horizon 2050, on parle d'horizon 2100, on parle de notions d'entreprise résiliente, donc des choses qui s'inscrivent dans le temps long. Et donc, effectivement, la capacité à réussir à relier le temps court, le temps long, l'urgence, la résilience, et potentiellement des sujets sur lesquels on a aussi des contraintes légales qui viennent se rajouter à toutes ces thématiques, fait que ça rend le sujet de décarbonation et plus largement du traitement de la question environnementale en entreprise pas simple.
par quel bout prendre le sujet, qu'est-ce que je dois faire pour être réellement à la fois aligné avec ce qu'on attend de moi au niveau légal, à ce qu'on attend de moi et parfois au niveau de ma chaîne de valeur, quand on est sous-traitant d'un gros donneur d'ordre, par exemple, et dans le fait de réussir à penser durablement la résilience de mon entreprise, avec le fait d'essayer de faire en sorte que l'environnement ne soit pas perçu uniquement comme une contrainte, mais réellement comme une source d'opportunités dans la durée pour les entreprises. Alors, je ne vais pas les dire jusqu'à dire quel que soit le secteur d'activité, parce qu'on pourrait discuter de tout ça en détail. Quand on parlera des secteurs, il y a des secteurs où ça risque potentiellement d'être plus difficile que d'autres, où il y a des transformations qui seront plus profondes que d'autres. En tout cas, il y a aussi cette idée de dire comment on réussit à faire des sujets de transition environnementale un levier de compétitivité durable pour le monde économique. Dans ce contexte-là, et actuellement un peu euh, au-dessus de la pile des grands concepts dans le grand champ lexical des sujets environnementaux, le concept des plans de transition. Alors, un plan de transition, qu'est-ce que c'est? Un plan de transition, si on prend la définition canonique, c'est un volet de la stratégie d'entreprise qui permet à l'entreprise de fixer des objectifs justement à court, moyen et long terme, accompagné d'actions, de moyens et de mécanismes de redevabilité, puisque ce sujet il est important, c'est on passe vraiment de l'ère de la promesse à l'ère de la preuve, avec l'idée que ces objectifs et ces moyens associés au service de ces objectifs doivent permettre d'inscrire l'entreprise dans une trajectoire de réduction de ses émissions qui sont compatibles avec un réchauffement limité à 1,5 degré ou 2 degrés maximum en 2100. Donc très concrètement, et c'est le sens de la création de Act, et on reparlera tout à l'heure de la genèse de Act, très concrètement, ce qu'on constate aujourd'hui, et on avait nos équipes qui étaient à la COP 30 il y a quelques semaines, c'est que pendant des années, on s'est beaucoup concentré dans les entreprises sur les notions de trajectoire de réduction des émissions. Voilà. Quelles promesses on allait faire sur l'avenir. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère de OK, quels moyens je mets à disposition pour réellement tenir les promesses que je prends. Et pour ça, ça veut dire que, un, il faut que l'ambition elle soit déjà réellement pertinente, que deux, on puisse avoir des objectifs qui sont bien cadencés dans le temps et des objectifs avec une stratégie claire de déploiement, que la gouvernance soit totalement impliquée, qu'on engage toute sa chaîne de valeur pour réellement décarboner ces 3 scopes d'émissions et que tout ça se fasse dans le cadre de scénarios qui soient crédibles d'un point de vue financier et technologique pour éviter pareil, d'avoir des plans de transition qui se basent sur des promesses, par exemple, d'évolution technologique qui auraient peu de sens ou peu de réalisme. Donc, on rentre vraiment dans une ère où c'est la preuve qui va déterminer réellement les entreprises qui vont être les bons élèves des moins bons. Et en ça, c'est important d'avoir les bonnes méthodes et les bons outils pour pouvoir construire des plans de transition crédibles. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de Act aujourd'hui. Peut-être juste, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade sur le préambule? On garde les questions pour la fin ou on les prend au fur et à mesure? On les garde peut-être pour la fin? Là pour la fin? Ok, n'hésitez pas du coup à envoyer vos questions dans le chat et puis on traitera tout au fur et à mesure. Donc par rapport à ces éléments de constat, c'est effectivement pour répondre à la fois à ces injonctions contradictoires, à cette nécessité de passer de la promesse à la preuve que Act a été créé. Alors très concrètement, si tu passes à la slide suivante, Ouais, Alain. un petit instant. Ce qu'on constate, notamment d'un point de vue purement statistique, c'est que en 10 ans, si on prend le jalon de la COP 21 et de la signature de l'accord de Paris, on voit que le nombre d'entreprises à l'échelle mondiale qui ont décidé de s'engager dans des trajectoires de réduction de leurs émissions a explosé. Voilà, ici, il y a quelques statistiques, notamment basées sur l'initiative SBT. On voit aussi que quand on interroge les dirigeants de PME et TI, c'est une étude qui a été menée par BPI, on voit qu'il y en a plus de 80% qui ont conscience de l'urgence climatique. On voit que la prise de conscience, au-delà des questions de
backlash environnemental, ADEME bashing, etc., elle est très significative et elle a été très significative depuis 10 ans. La contraposée de ce constat, heu, sur la slide suivante, c'est que, autant il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris des promesses de réduction de leurs émissions, on voit par contre que statistiquement, quand on rentre dans la question du passage à l'action, c'est beaucoup plus difficile. On voit que globalement, les émissions, de CO2 d'origine fossile, continuent à augmenter. On voit que globalement, quand on audite les plans de transition des entreprises, on voit qu'il y en a très peu, qui aujourd'hui ont un plan de transition qui est réellement aligné avec, les promesses de réduction des émissions pour, être compatible avec un monde à 1,5 degré en 2100. Et on constate dans nos échanges au quotidien avec les entreprises, que, des vrais questionnements qui se posent, dans les entreprises sur comment je fais pour réellement aligner les moyens avec les ambitions. Et c'est basé sur ce constat que l'initiative ACT a été créée et développée. Donc fondamentalement, l'initiative, elle a émergé dès la COP 21. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était plutôt dans l'ère des promesses et pourtant, il y a quelques personnes, notamment au sein de l'ADEME, qui ont anticipé le fait que, on allait avoir rapidement un décalage ou à minima besoin d'un outillage pour pouvoir évaluer la congruence entre, les promesses de réduction des émissions et la réalité des moyens mis à disposition de ces ambitions. Donc c'est le sens, au départ, de, la création de l'initiative ACT qui a été pensée et c'est un autre élément qui a été assez important dès le départ pour, une agence d'État française, c'est que c'est une initiative qui a été pensée comme une initiative internationale dès, sa création. Donc l'initiative a été, coportée par, l'ADEME et le CDP, à la suite de la COP 21 et assez rapidement, il y a un autre acteur international qui, est venu rejoindre l'initiative, qui s'appelle WBA, qui est toujours partenaire de l'ADEME, qui est une ONG, néerlandaise, qui réalise des benchmarks globalement, en analysant les données extra-financières qui sont publiées par des entreprises dans le monde entier et qui, regarde notamment les différentes composantes, RSE et qui du coup fait notamment des benchmarks sectoriels. Donc constat au départ, dès l'accord de Paris, la signature de l'accord de Paris, qu'il fallait une initiative qui allait donner aux entreprises la possibilité, dans un premier temps, d'évaluer, la pertinence des plans de transition, donc de l'adéquation entre les engagements et les moyens, et dans un second temps, et je rentrerai dans le détail des 2 types de méthodologies, d'aider carrément les entreprises qui n'avaient pas du tout de plan de transition, parce que le constat qui a été posé, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'avaient rien d'autre qu'un, bilan carbone ou qu'un calcul d'empreinte, GES. Et donc ces entreprises-là, il fallait leur donner un cadre méthodologique pour les aider à construire d'emblée un plan de transition robuste, pertinent et aligné avec les accords de Paris. Donc ça, c'était vraiment la philosophie historique de création de cette initiative. Donc fondamentalement, entre 2015 et 2020, ça a été 5 années, dire de pur développement méthodologique, parce qu'on partait vraiment d'une feuille blanche. Donc c'est essentiellement, hein, des ingénieurs, méthodologiques de, l'ADEME qui ont planché, sur le cœur, on va dire, du réacteur des méthodologies ACT et globalement, à partir de 2020-2021, les premières méthodologies, ont été publiées et de là a commencé à se constituer, un écosystème à la fois de cabinets de conseil qui ont commencé à déployer la méthodologie, et les méthodologies ont commencé à se diversifier, s'affiner sur la base des retours terrain qui ont commencé à émerger jusqu'à aboutir à, la situation actuelle dont on va parler de manière, exhaustive. Ce qui est vrai, c'est que, quand on parle de hack, très souvent, on nous oppose le fait qu'on a une jungle de standards qui existent aujourd'hui quand on parle, notamment de décarbonation. Alors c'est vrai que même dans le vocabulaire, hein, on va parler de, bilan carbone, bilan gaz à effet de serre, on va parler de trajectoire de réduction des émissions, on va parler de standards, de frameworks, de normes, de labels, et cetera. Et au milieu de tout ça, effectivement, il y a tout un tas d'organismes qui vont porter ces frameworks, ces labels, ces questionnaires et c'est pas effectivement toujours simple de savoir comment se retrouver au milieu de tout ça, savoir ce qui potentiellement est,
pertinent, ce qui est indispensable, ce qui est potentiellement superflu ou ce qui peut être pertinent dans certains contextes pour répondre à certains types de demandes, notamment dans sa propre chaîne de valeur. Donc, je vais reprendre un petit peu une analogie. Tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Alain. On aime bien présenter la transition comme un voyage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour une organisation, passer d'un état entre guillemets «carboné», dans le cadre d'un système qui est lui-même carboné, à un état décarboné, c'est potentiellement réussir à penser tout un trajet de manière construite et organisée. Et donc effectivement, pour réussir ce voyage, on va devoir passer par différentes étapes et ces différentes étapes, elles vont nous permettre de concevoir et comprendre comment ACT s'articule avec les grands standards ou les grandes réglementations. Si tu veux, tu peux passer à la slide d'après. J'avance encore? Ou tu veux Non, dire? on peut commencer là. Le premier élément, c'est déjà qu'il faut qu'on puisse tous disposer de la même carte. En effet, bah, si on a tous une manière différente de parler, ça rend la comparabilité des plans de transition et potentiellement des actions qui sont menées par les entreprises impossible. Et c'est notamment, j'ai vu passer un petit pop-up qui posait une question par rapport à la CSRD. C'était notamment l'enjeu, et c'est toujours l'enjeu de la CSRD, malgré l'omnibus et la simplification, c'est de faire en sorte que on partage tous le même langage, donc on partage tous la même carte, avec la même légende, la même échelle, pour qu'on puisse beaucoup plus facilement rendre comparables les informations et les données qui vont être publiées par les entreprises. Ça, c'est mine de rien. Premier élément, c'est effectivement de disposer tous de la même carte. Et donc, c'est globalement le cadre réglementaire qui aujourd'hui fixe ce cadre. On va ensuite devoir disposer du point de départ donné de manière précise. En ce sens, c'est vraiment l'objectif du bilan carbone ou globalement de la mesure calcul de l'empreinte carbone de l'entreprise avec la méthode GHG protocole ou autre. C'est vraiment de disposer de la photographie la plus précise, des coordonnées GPS les plus fines pour définir de manière précise le point de départ. Ensuite, dans ce voyage, il va falloir définir le point d'arrivée. En l'occurrence, c'est l'initiative SBT qui aujourd'hui fait référence et qui va permettre à une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille, de pouvoir définir de la manière la plus fine possible quel va être le niveau d'émission à atteindre au bon horizon de temps pour justement avoir un point d'arrivée qui est aligné avec les objectifs de l'accord de Paris. Reste que quand vous avez, et très souvent c'est la question qui nous est posée, c'est quelle est la différence entre SBT et ACT? C'est quand vous avez posé votre point de départ et votre point d'arrivée, potentiellement, pour relier ces deux points, vous allez pouvoir avoir un différent mode de transport, vous allez pouvoir avoir différents trajets possibles, vous allez pouvoir faire un détour par tel ou tel endroit, etc., etc. Donc, l'objectif, l'ambition de ACT, c'est réellement de fournir les réponses pour pouvoir construire ce trajet et évaluer globalement où on en est de ce trajet au fur et à mesure de la construction et du déploiement de son plan d'action. Donc, en ce sens, ACT aujourd'hui est divisé en deux sous-méthodologies. Une méthodologie qui s'appelle ACT Step by Step, ACT pas à pas, qui a vraiment pour objectif d'aider les entreprises qui n'ont pas de plan de transition à ce jour à le construire à partir de zéro, en tout cas à partir du prérequis que constitue le fait de disposer d'un bilan carbone récent sur les 3 scopes et de faire en sorte de justement élaborer ce plan de transition et derrière le plan d'action associé de manière exhaustive et d'emblée aligné avec les ambitions de l'accord de Paris. Ensuite, pour les entreprises qui soit ont déjà un plan de transition aujourd'hui, soit qui auraient construit leur plan de transition avec acte pas à pas, elles peuvent rentrer dans cette logique d'évaluation de la qualité du plan qui va permettre globalement avec une fréquence de tous les 3 à 4 ans, de pouvoir faire une photo de où on en est de son trajet pour pouvoir mettre en place les actions correctrices qui vont bien et réellement piloter le déploiement de ce plan et pour réussir à atteindre le plus efficacement possible les ambitions qui auront été définies en étape 2. Donc, on aime bien prendre cette analogie qui est assez basique mais qui est assez parlante parce qu'elle permet notamment de bien globalement comprendre
quels sont, entre guillemets, les standards qui sont importants? Comment s'articule notamment Act par rapport au bilan carbone et à SBT, ce qui est souvent les questions qu'on nous pose, et comment voir en fait derrière qu'il existe un panel derrière de, entre guillemets, labellisation ou autres standards qui permettent de valoriser où on en est, mais qui globalement suppose quand même, si on veut réellement bien faire les choses, d'être passé par ces grandes étapes-là d'action, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le secteur d'activité dans lequel on opère. Donc de manière très concrète, si je rentre dans le détail des accompagnements, aujourd'hui, on dit souvent acte pas à pas, on vise des entreprises. Alors, souvent, c'est les entreprises de plus petite taille. En tout cas, c'est les entreprises qui se sentent le moins matures sur la thématique de la transition. Le prérequis, c'est d'avoir son bilan carbone, mais fondamentalement, et Alain rentrera dans des exemples d'accompagnement qu'il a pu réaliser, l'entreprise va travailler avec un cabinet de conseil qui est formé à la méthode et qui va globalement sur 12 mois en moyenne, pendant globalement 30 à 40 jours sur l'année, travailler avec l'entreprise pour la faire passer du diagnostic initial, la construction de tous les enjeux et défis qu'elle va rencontrer pour réussir à transformer son modèle économique, justement construire la vision possible de la transformation de son modèle d'affaires pour l'aligner avec un monde décarboné, et puis justement bâtir la nouvelle stratégie et les moyens associés en termes d'action qu'il va falloir mettre en œuvre à court, moyen et long terme. Donc l'idée, c'est vraiment qu'une entreprise, elle va partir de son bilan carbone et elle va être prise en main pour passer par ces grands jalons pour pouvoir réellement, à l'issue, avoir un plan de transition opérationnel. Alors, je ne vais pas dire qu'elle n'a plus qu'à mettre en œuvre, parce que le plus cas, ça peut être des transformations profondes qu'il va falloir amorcer dans la durée, mais au moins, elle a sa ligne directrice et elle sait comment faire pour réussir à avancer. La deuxième méthodologie, c'est donc acte évaluation. Alors, il y a mécaniquement des ponts entre les deux, hein, puisque typiquement, vous avez à droite les, entre guillemets, 9 thématiques, les 9 modules qui sont regardés. Mais globalement, hein, on va vraiment ouvrir le capot de l'entreprise et on va regarder la totalité de ce qui constitue l'activité de l'entreprise sur toute sa chaîne de valeur. Donc, dans un cas, on va construire sur chacun des modules les éléments qui vont bien pour que le plan soit pertinent. Et dans le second cas, on va regarder sur chacun des modules où l'entreprise en est et on va évaluer le niveau de maturité réel de l'entreprise sur ces différents axes. Donc, acte évaluation, très concrètement, c'est en général les entreprises plus matures, donc aujourd'hui plutôt des grandes entreprises ou plutôt des ETI, mais on peut avoir aussi parfois des grosses PME qui avaient pris un temps d'avance et qui ont déjà un plan de transition mature, qu'elles les travaillent avec pas à pas ou pas. Et donc, vous avez le cabinet de conseil qui est formé à la méthode, qui globalement va décortiquer le plan de transition de l'entreprise et à la fin va aboutir une note qui se décompose globalement en trois parties. Une note, un score de performance, alors qui était jusqu'à maintenant sur 20 et qu'on est en train de basculer sur 100, simplement parce que la note sur 20, ça fait très scolaire et qu'on voulait que ça soit plus perçu comme un outil de progression que de sanction. Et on a un peu ancré via notre système scolaire que la note sur 20, il y a un petit côté potentiellement sanction. Donc là, le score de performance bascule sur 100, mais la philosophie reste la même, qui globalement va regarder où l'entreprise en est réellement de manière très opérationnelle sur les différents sujets de transition. Un score narratif qui va de A à E, qui regarde notamment des éléments plus qualitatifs, et un score de tendance qui permet d'envisager par rapport aux éléments que fournit l'entreprise sur les actions qui sont en cours, qui permettent d'envisager, toutes choses égales par ailleurs, si la note serait amenée à rester identique, diminuer ou augmenter en fonction justement des paramètres qui sont donnés. Donc, acte évaluation, c'est vraiment une photo à l'instant T de où en est l'entreprise sur la, entre guillemets, qualité de son plan de transition, sur sa robustesse, sur sa pertinence. Et pour l'entreprise, c'est vraiment un outil de pilotage de son plan de transition dans la durée. Acte aujourd'hui, voilà, on a fêté les 10 ans cette année. Comme je vous disais, on fête les 10 ans de l'idée, on fête plutôt les 5 ans des débuts du déploiement opérationnel. Et on sent qu'on est vraiment à un moment charnière. À un moment charnière, pourquoi? Parce que d'un point de vue volumétrique, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui s'intéressent à Act, hein. Il y a eu
Pendant quelques années, c'était plutôt SBT qui avait le vent, le vent en poupe. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui avaient pris des engagements SBT qui viennent nous voir en nous disant bah, OK, mais du coup, maintenant, il faut vraiment que je passe à l'action et j'ai besoin d'un outil et Act paraît être intéressant là-dessus. Donc aujourd'hui, hein, pour donner un ordre de grandeur, on a plus de 2000 entreprises qui se sont engagées dans Act, que ce soit sur l'évaluation ou sur pas à pas. On est en train de consolider les chiffres, mais on va faire une année record, notamment sur Act pas à pas en France cette année. On a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de s'engager. On a plus d'une centaine de cabinets de conseil qui aujourd'hui sont formés à la méthode et peuvent déployer des accompagnements, quel que soit le secteur d'activité. Et on continue avec notre partenaire WBA à faire des évaluations sur données publiques pour aussi avoir un diagnostic de où en sont les entreprises, parce que pour nous, c'est important d'avoir ça comme boussole également. Donc on sent qu'on est vraiment à un moment charnière là pour l'initiative, avec l'idée que on a l'ambition à l'ADEME de faire de Act le standard de référence dans le monde sur le sujet des plans de transition. Une des illustrations de ça, c'est qu'on a signé l'année dernière un partenariat avec la Banque de France qui a benchmarké les différentes méthodologies qui existaient pour construire son propre indicateur climat des entreprises et qui a sélectionné ACT comme étant la méthode la plus aboutie pour baser leur propre indicateur climat. Donc pour nous, c'était important parce que c'est une vraie reconnaissance de la pertinence académique de la méthode. Et donc aujourd'hui, on a vraiment cette volonté de faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, qui se lancent dans Act avec évaluation ou pas à pas. On a la chance d'avoir réussi à pérenniser des dispositifs de subvention pour les entreprises françaises. Alors, je veux dire, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, à quelques exceptions près, il y a aujourd'hui des guichets qui permettent de financer une partie des accompagnements Act qui seraient lancés. Et on est en train aussi de travailler sur le déploiement dans le monde via des réseaux de partenaires qui peuvent aussi accompagner des entreprises qui auraient leur siège social à l'étranger. L'autre point qui est important, et Alain pourra en parler de manière très opérationnelle, c'est l'entreprise qui souhaiterait se lancer dans un parcours Act, elle peut le faire à la fois à titre individuel, elle peut le faire dans un cadre collectif. Et le constat qu'on fait à l'ADEME, c'est que on a un vrai engouement pour ce qu'on appelle les opérations collectives. Une opération collective, c'est quoi? C'est qu'on a un porteur d'opération qui va être très souvent, alors soit c'est un gros donneur d'ordre qui va engager sa chaîne de valeur, mais c'est très souvent des fédérations sectorielles, des interprofessions, des pôles de compétitivité qui vont proposer à au moins 10 entreprises de leur réseau de se lancer dans un parcours Act en même temps. Et donc chaque entreprise va être accompagnée individuellement et en parallèle, elles bénéficieront de temps d'accompagnement collectif, de moments où elles pourront échanger entre pairs sur où elles en sont de leur accompagnement, ce qui a bien marché, ce qui est potentiellement plus difficile pour créer une forme d'émulation au sein, en gros, de promotion. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Cette année, on a eu énormément de dossiers qui ont été déposés parce que notamment, ça casse parfois un peu l'isolement qu'on peut avoir à travailler ces sujets-là quand on est dirigeant d'entreprise ou directeur RSE d'une structure, à pouvoir échanger entre pairs sur un parcours qui, mine de rien, est assez dense et assez exigeant. Et donc, voilà, c'est une possibilité qui s'offre aussi aux entreprises de pouvoir se lancer tout seul ou en collectif. Je vais laisser la parole à Alain dans la foulée. Très concrètement, si vous avez envie de vous lancer, vous avez un e-learning qui est disponible gratuitement en ligne sur le site ADEME Formation, qui s'appelle Les fondamentaux d'initiative ACT, que vous pouvez faire, qui est ouvert à tout le monde, qui peut vous donner des compléments à ce que je vous ai présenté ici. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, rentrer dans une des formations qu'on propose, qui de toute façon sont des formations qui sont des prérequis pour une entreprise qui voudrait se lancer dans ACT. Donc, on a une formation à destination des entreprises à partir du moment où elles se lancent dans ACT. Et c'est quelque chose qui peut être fait de manière proactive. Et dans tous les cas, vous aurez mon email qui vous sera fourni avec la présentation à l'issue. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter côté ADEME. On est toujours très heureux de pouvoir répondre à vos questions de manière plus précise pour vous aider à vous lancer.
Merci Arnaud. Je prends la suite. L'idée, c'est de partager quelques retours d'expérience. Un premier un peu plus développé, notamment sur leur démarche tout au long des 5 étapes qu'a évoqué Arnaud. Et puis ensuite, deux autres exemples d'entreprises qui là aussi ont suivi le parcours, mais plus pour en faire des retours d'expérience et ce qu'elles ont pu en tirer. Donc la première entreprise, donc pour illustrer le parcours, c'est une société d'ingénierie. C'est une entreprise qui fait à peu près une centaine de collaborateurs, qui intervient, donc qui est un bureau d'études tout corps d'État, donc qui intervient dans le domaine du génie civil, de la tuyauterie, de la charpente, etc. 55% de leur chiffre d'affaires, c'est de l'assistance technique, 45% c'est du forfait. Ils sont multimétiers. Et ils ont enfin plus d'un tiers de leur activité qui est dans le domaine de la pétrochimie et de la chimie, donc qui va être notamment très impacté par les évolutions liées à la transition écologique. Ils travaillent également dans la pharma et puis dans d'autres secteurs, comme vous pouvez le voir. Ils ont fait le parcours, pour être plus précis, on est en train de le finir. Ils ont fait le parcours dans un cadre collectif. Vous voyez la petite photo là à droite, qui est, alors il figure pas sur la photo, mais qui est typiquement l'animation d'un des temps collectif. Et donc leur motivation pour s'embarquer dans cette démarche, c'est à la fois une entreprise qui a des valeurs fortes avec une équipe jeune. 40% de leur activité dépend des énergies fossiles. Donc voilà, ils sont bien conscients que la transition, ils ne pourront pas la faire du jour au lendemain, d'où le fait d'anticiper. Et puis néanmoins, il va falloir la faire. Ils ont des clients grands comptes qui sont soumis à régulation, notamment CSRD, etc. Et l'approche Act est un moyen de répondre à ces enjeux-là, ces problématiques de reporting extra-financier. Et puis voilà, ils avaient l'opportunité sur leur territoire, en l'occurrence du côté de Vernon, en Normandie, de s'inscrire dans une démarche collective et ça avec d'autres acteurs du territoire. La première étape, ça a été de faire un bilan carbone. Sans rentrer dans le détail, ce qui est intéressant de voir néanmoins, c'est que 90% de leurs émissions carbone sont liées à la réalisation des projets. Donc les émissions carbone des projets sur lesquels ils travaillent, ils peuvent faire par exemple, on a analysé différents projets pour être capable d'estimer cette partie-là. Il y a par exemple des canaux en béton. Voilà, on sait que le béton est particulièrement émissif, ça rentre dans leur bilan carbone. Les autres postes qui sont ici en éclaté, voilà, vous pouvez les voir là, donc avec des achats de biens, des déplacements professionnels, etc. Voilà, donc ils ont commencé par un bilan carbone. L'objectif d'un bilan carbone, c'est de savoir où sont les émissions et là où il faut, j'irai travailler. Et dans leur cas, c'est notamment sur comment je réduis les émissions liées aux projets sur lesquels je travaille. Première étape donc là, à partir de là, on était avant acte, mais par contre, on a besoin d'avoir fait un bilan carbone robuste sur les trois scopes avant d'embrayer sur acte. Donc la première étape, par contre, de acte, c'est un diagnostic, un audit de maturité. Où est-ce que j'en suis par rapport à mes enjeux, par rapport à ces enjeux de transition? On retrouve les 9 modules qu'évoquait tout à l'heure Arnaud. Et on voit que dans leur cas, leur maturité était très faible. Voilà, avec néanmoins des dimensions qui peuvent ressortir. C'est une structure qui a une dimension coopérative, par exemple, ce qui peut expliquer ce sujet-là. Ils sont très proches, enfin très ancrés dans le territoire, etc. Donc, d'où le fait qu'il y ait un engagement public. Et puis, il y a des questions de progression. Voilà, c'est vraiment la volonté d'avancer, etc. D'où cette note-là. Mais voilà, sur tout le reste, ils ont du travail ils avaient du travail à faire tout au moins au début de la démarche. La deuxième étape, c'est de faire une analyse stratégique, donc d'identifier les risques et opportunités liés à la transition, et derrière les forces et les faiblesses sur lesquelles ils vont s'appuyer ou qui vont devoir travailler pour répondre à ces enjeux. Donc on mappe l'ensemble de ces enjeux et défis sur une matrice qui se trouve là, avec un certain nombre de dimensions. Ici les risques, là les opportunités.
La probabilité plus ou moins importante que ces risques ou ces opportunités se présentent. Et puis ici, l'impact sur l'activité de l'entreprise qui peut être très élevé ou au contraire très faible. Donc de ces dimensions-là, on en sort ce qu'on appelle le triangle de l'attention. Donc c'est un certain nombre de risques et d'opportunités sur lesquels l'entreprise va devoir plus particulièrement se focaliser. Dans leur cas, donc voilà, en synthèse, ce qui est sorti donc de cette analyse stratégique, c'est que donc ils ont des problématiques d'IA, voilà, donc avec ce que ça signifie en matière d'évolution de leur métier par rapport à l'IA. Le désintérêt de leurs clients et la disponibilité de ressources carbonées, béton, acier, etc. Ils ont une partie assez importante dans le domaine de la pétrochimie, donc la réduction du volume de raffinage en France, ou de certaines raffineries, avec derrière les conséquences sur tout ce qui est pétrochimie. Parce que si on fabrique plus de carburant, enfin si on distille plus de carburant, bah, il y aura un certain nombre de coproduits de raffinage sont utilisés pour tout ce qui est pétrochimie. Quand on va un peu plus loin, donc en bordure de ce triangle de l'attention, on va retrouver des éléments liés à la réglementation européenne Fit for 55, les risques cyber parce qu'ils utilisent beaucoup le numérique, la trajectoire bas carbone de la France, etc., etc. Et puis dans les opportunités, parce que cette transition, elle apporte également des opportunités. Donc, bah, c'est la généralisation d'une approche ACV, donc des choses qui sont en train de maîtriser. C'est tout ce qui est en termes de marché sur la production de bioénergie. En allant un peu plus loin, en dehors de ce triangle de l'attention, voilà, il y a lié à des évolutions de normes donc, qui vont représenter des opportunités. Tout ce qui est zéro artificialisation nette, le fait d'arrêter l'artificialisation des sols en France va représenter également des opportunités. De nouvelles thématiques marchés qui vont apparaître, des chaufferies collectives biomasse, etc. Et puis, en matière d'adaptation, voilà, le besoin de gérer des périodes de canicule avec ce que ça peut signifier en termes d'opportunités business chez leurs clients. La troisième étape, c'est de les faire travailler, de les faire réfléchir pour qu'ils puissent se doter d'une vision à 2050. Donc 2050, ça paraît très loin, donc c'est vraiment la boussole. Et pour ça, on les fait travailler notamment sur les scénarios de l'ADEME. Ces quatre scénarios, je vais pas rentrer dans le détail, mais chacun de ces quatre scénarios permet d'atteindre la neutralité carbone vers laquelle il faut qu'on tende pour limiter la dérive climatique et la dérive des températures. Sans en étant très voilà, les deux scénarios de gauche, c'est des scénarios qui sont plutôt orientés, disons, sobriété, notamment donc qui représentent une évolution de la société en tant que telle, de nos modes de consommation, de nos modes de production. Si je m'intéresse par exemple que à la dimension mobilité, là on va avoir ici mobilité maîtrisée, 17% de kilomètres parcourus en moins par personne, près de la moitié des trajets à pied ou à vélo. Ici, on est réduction d'un tiers des kilomètres parcourus par personne et la moitié des trajets pied ou à vélo. Donc on voit qu'on est vraiment dans une démarche de sobriété dans ces deux scénarios-là, plus ou moins importante bien entendu. À droite, à contrario, on est dans une démarche où la technologie va plus ou moins réparer, je dirais, nos impacts. Et donc, ça nous permet. Alors ça, on est dans un scénario business as usual. Donc là, il y a la technologie, ça nous permet de ne pas changer nos comportements. On va continuer d'augmenter le nombre de kilomètres que l'on parcourt par personne, donc de 30, de 28%. On va rechercher la vitesse dans nos transports. On va avoir une moindre part de nos transports qui vont être à pied ou à vélo. Voilà, on voit, il y a un petit avion là. On va continuer d'utiliser l'avion open bar, par exemple. Et puis, le scénario, c'est un petit peu le scénario tendanciel actuel. Donc, ce scénario-là, donc, ce qu'on pourrait appeler croissance verte avec néanmoins donc une forte prise de conscience par rapport aux enjeux notamment climatiques, mais pas que, environnementaux plus largement, et donc avec un développement néanmoins de technologies donc qu'on va cibler sur les besoins de décarbonation. Donc là, on est sur en matière de sobriété. Là, on va être en matière de développement technologique. Là, il y a un pari sur
la capacité de la société à s'adapter à des scénarios de sobriété. Là, il y a un pari sur la capacité de la technologie à passer à l'échelle et à réparer quelque part les impacts de nos modes de développement ou de production. Ce qui est important quand on travaille sur un atelier, enfin quand on travaille sur sa vision à 2050, c'est que tous ces scénarios, on part du postulat que en 2100, on aura atteint la neutralité carbone, hein, sinon voilà, les impacts seront encore plus importants que ce qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ça sera peut-être, voilà, on ira plus rapidement vers la sobriété, on sera plutôt sur ces scénarios-là. Au contraire, on va continuer de développer des technologies et on espère que la technologie nous permettront de passeront à l'échelle et nous permettront de, voilà, d'absorber le carbone, etc. Quoi qu'il en soit, les défis et la place de l'entreprise dans un de ces scénarios va être totalement différente. Là, on sera certainement sur des besoins plus essentiels de la société. Là, au contraire, on sera sur des besoins accrus de technologie. Et donc, bien entendu, la place de ma société va être, en fonction de comment je vois le futur, va être différente donc, dans cet exercice de vision. Donc les questions qu'on peut se poser à ce stade-là pour savoir où je vais aller, il faut que j'accélère un peu, je vois qu'il est 1h15, si on veut laisser un peu de place aux questions. Ouais, ça va être des questions de style, quel est mon modèle d'affaires, quel type de produit je vais vendre, à quoi ressemblera mon entreprise, est-ce que je réponds à des besoins essentiels de la société, parce que si on est sur des scénarios à gauche, on va se recentrer sur des besoins essentiels de la société. Donc voilà, des questions typiquement que l'on va poser. Dans le cas de, on va questionner le modèle d'affaires, donc et sa soutenabilité. Là, dans le cas de notre société d'ingénierie, on voit là plutôt le désirable. Là, on voit plutôt le réaliste. Donc là, dans le désirable, voilà, il y a plus d'IA, l'humain est revalorisé, par exemple. Dans le cas où du réaliste, eh ben, voilà, il y aura de l'IA, il va falloir qu'on s'adapte, etc. En termes de marché, voilà, on fait un arbitrage systématique pour ne travailler que avec des clients vertueux. On va travailler que sur des marchés de recyclage, de NR et de production d'énergie en autonomie. Le réaliste, on est un peu plus là-dessus. Donc, on va arbitrer en fonction de l'impact carbone et des expressions de besoin, mais on ne va pas refuser les projets qui seraient pas forcément systématiquement proposés. On va arbitrer. Et puis là, on va essayer de prendre les tendances par rapport au développement des marchés d'énergie propre ou de recyclage, mais ne pas forcément totalement s'interdire des activités ou des opportunités qui seraient dans d'autres, moins dans ces secteurs-là. Dans leur cas, bah, ils ont travaillé leur vision. Je ne vais pas vous la faire lire dans le détail, vous l'aurez dans le support si vous souhaitez y revenir. Donc, ils ont travaillé sur leur vision à 2050. Ils ont tracé une feuille de route à 2035. Voilà. Ils ont travaillé de manière très concrète, comme j'ai dit, c'était un cabinet d'ingénierie. Donc, ils ont travaillé très concrète sur qu'est-ce que pourrait être un projet aujourd'hui en 2025, ou plutôt qu'est-ce qu'un projet aujourd'hui pour eux en 2025, et qu'est-ce que pourrait être un projet pour eux en 2050. Voilà. Ils se sont dotés, comme le disait tout à l'heure Arnaud, d'une trajectoire de décarbonation qui est ni plus ni moins les trajectoires SBTI. Je sais qu'il y a quelques questions sur SBTI, on pourra y répondre. Voilà. Parce que bien entendu, si on met en place une nouvelle stratégie, un plan de décarbonation, il va falloir s'assurer dans le temps que l'on respecte la trajectoire que l'on s'est fixée. Il y a des trajectoires aussi bien en absolu, parce que voilà, faut qu'on limite la, la dérive climatique. Donc globalement, il faut qu'on réduise des trois quarts en gros nos émissions carbone au niveau mondial. Ça veut dire que si on répercute ceci sur l'ensemble des acteurs économiques, bah, il faut s'approprier ça. Alors il y a des déclinaisons sectorielles, hein, le SBTI il décline également des trajectoires sectorielles parce qu'on ne va pas décarboner aussi rapidement ou de la même façon une industrie manufacturière, par exemple, avec une industrie lourde. Et puis également pour les entreprises qui ont des produits de type enabler, donc qui peuvent véritablement contribuer
à la décarbonation de l'économie dans sa globalité, on va également s'appuyer sur des trajectoires en intensité, que ce soit des trajectoires en intensité de chiffre d'affaires ou en intensité par unité physique. On a travaillé sur la vision, on sait où on veut être dans 25 ans. Voilà, c'est une boussole à long terme. La vision, on ne la retravaille pas tous les ans. En revanche, je vais travailler sur une stratégie. Et là, la stratégie, on peut la retravailler d'ici 2050. Et donc, pour cela, on les fait travailler sur un atelier en règle générale en deux étapes. Un premier temps, on considère, ça dépend bien entendu des entreprises, c'est au cas par cas, mais qu'elles sont dans un océan rouge. L'océan rouge, c'est un marché ou un secteur dans lequel il y a des concurrents. Voilà, il y a les concurrents, je dirais, c'est sanglant, d'où la couleur de l'océan. Et travailler sur une stratégie à moyen terme, ben, c'est également trouver ou construire un océan bleu. Ça va être ben voilà, un océan où il y a moins de concurrents. Et je vais pouvoir bien plus construire ma stratégie et avoir une place à la fois être résilient et pérenne et avoir une place qui sera, que je vais me construire, enfin tout au moins en identifiant cet océan bleu. Donc c'est le type d'exercice que l'on fait typiquement à cette étape-là de notre démarche ACT, c'est la quatrième étape. Et l'objectif, voilà, au sortir de cet atelier, c'est d'avoir entre 2025 et 2040 tout un ensemble d'étapes donc de stratégie qui vont être déclinées selon ces 9 grands modules. Et pour construire ça, on va travailler sur ce qu'on appelle éliminer, réduire, augmenter, créer. Donc c'est par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais totalement éliminer d'ici 2040? Qu'est-ce que je vais réduire? Qu'est-ce que je vais augmenter? Et qu'est-ce que je vais créer en termes d'activité, en termes d'engagement client, en termes de management, d'offre de services, etc., etc. Donc là, je sors au sortir de cette phase-là avec une stratégie à 10-15 ans. Et de cette stratégie, on va en sortir un plan d'action qui, lui, va être à 5 ans à peu près. Un plan d'action qui a vraiment été, qui est très opérationnel, très chiffré, très cadencé, dont les ressources je ne sais pas ce qu'il y a je sais plus quel était le terme, et les parties prenantes sont identifiées. Donc voilà, un plan validé et réaliste, comme on le voit là sur cet exemple, hein. Pour chacun des piliers stratégiques, on va avoir un certain nombre d'actions avec le descriptif de l'action, un objectif de réduction en émissions de CO2, des années cibles, de mise en œuvre de l'action en question, etc., etc. Avec les besoins en ressources, le budget, là où on va aller chercher le financement, et voilà. Un plan d'action, ça se refait tous les 4-5 ans. La stratégie, on est plutôt sur un horizon de 15 ans et la vision, comme on l'a vu tout à l'heure, on est à 2050. Voilà pour ce premier cas d'entreprise. Deux autres cas moins détaillés, mais pour vous montrer un peu, partager un peu leur contexte et ce qu'ils en ont tiré, enfin, d'une démarche ACT. Donc là, on est sur une ETI qui s'appelle, en l'occurrence, le site normand d'une ETI qui s'appelle SKF. SKF, ils sont connus notamment pour les roulements à billes. Donc leur mission, voilà, c'est de réinventer la rotation mécanique pour les machines de demain. C'est 200 collaborateurs en Normandie, avec des marchés qui sont sur l'énergie et puis un deuxième marché sur la compression d'air et de réfrigérants. Et ils font 80% à l'export, hein, donc voilà, ils sont sur un marché mondial. Ce qu'ils ont tiré, donc ils ont fait leur démarche, ils ont fait leur bilan carbone en 2021, ils ont fait la démarche ACT entre 2021 et 2022. Donc au sortir de la démarche, donc en 2022, ce qu'ils en ont retiré, voilà, c'est des outils structurants, pratiques, bien pensés, un accompagnement et une méthode. Ça leur a permis de prendre le temps de mûrir leurs réflexions, de remise en cause profonde du modèle. Ça leur a permis également de faire un benchmark et une veille sur des éléments importants dans leur domaine, dans leur contexte et prendre du recul. Et ça en lien direct avec les autres standards de décarbonation.
Et ça, en s'appuyant sur un cadre reconnu, y compris à l'international. 3 ans après, donc aujourd'hui on est en 2025, donc ils ont refait un bilan, ils ont partagé ce REX. Donc c'est une stratégie, voilà, il y a des coquilles, qui intègre la décarbonation au cœur de leur stratégie d'entreprise, qui permet d'aligner toutes les fonctions de l'entreprise, qui donne du sens aux employés, qui donne également du crédit auprès de leurs clients et investisseurs. Et puis également, la méthodologie a été étendue à d'autres sites SKF. Donc ça a commencé en Normandie et ils déploient ça ailleurs dans le monde sur d'autres sites SKF et c'est une mise en mouvement qui se poursuit. Deuxième exemple, là pareil, on est sur en l'occurrence, donc une structure qui fait des systèmes de filtrage d'air, entreprise industrielle, filiale d'un géant japonais qui s'appelle Daikin. Donc la société s'appelle AAF, présent en Europe. C'est deux business units. En Europe, donc c'est deux business units, 8 usines, 12 pays. Donc là, on a démarré sur la Normandie. Le projet Act a été fait sur la Normandie, il y a une centaine de collaborateurs et avec une forte part de présence sur les marchés de l'énergie. Les systèmes de filtrage d'air, ils sont en entrée de turbines gaz, de centrales diesel, de blocs électrogènes pour préserver, bien entendu, le bon fonctionnement de ces équipements-là. Des enjeux marchés importants, donc à la fois côté énergie, le diesel appelé à disparaître, le gaz dans un deuxième temps, hein, donc une tendance qui va se poursuivre sur le gaz après le diesel. Et puis de l'autre côté, voilà, ça c'est ce qu'ils ont identifié hein, au début de leur démarche ACT, une demande de dépoussiérage industriel, notamment pour le respect de normes environnementales. Et leur motivation pour s'embarquer dans cette direction-là, c'est une recherche de résilience, hein, voilà, de pouvoir être pérenne, surtout compte tenu du fait qu'ils travaillent sur des marchés qui sont appelés à disparaître. Ils voulaient pouvoir communiquer, capitaliser sur cette dynamique et également être en phase avec la stratégie de la maison mère de Daikin, qui est de faire du zéro CO2 émission donc dans les usines. Leur Rex, donc voilà, ils ont pu identifier où se trouvaient leurs dépendances et les leviers d'action associés. Ils ont pu identifier de nouvelles opportunités de marché, le dépoussiérage, l'éolien et le nucléaire, mais en se projetant à plus long terme que ce qu'ils avaient pu imaginer quand on a commencé la démarche. Ils se sont posé la question en tant que structure usine France d'une des deux business units, etc. Bref, d'un groupe mondialisé japonais. Ils se sont posé la question de comment articuler la vision 2050 sur laquelle ils bossaient en Normandie avec celle du groupe. Voilà, et comment atteindre, enfin, la stratégie du groupe, c'était d'atteindre la neutralité carbone dès 2030, peut-être un peu ambitieux ou peut-être pas forcément crédibilisé, comme permet de le faire Act. Ça leur a permis de travailler sur leur stratégie il y a 5 et 10 ans pour pouvoir piloter le pivot par contre, pardon, vers d'autres systèmes énergétiques ou d'autres marchés. Ils s'en sont sortis donc avec un plan d'action opérationnel à 3 ans. Et puis, ça leur a permis de valider la méthode Act et aujourd'hui, on a fini le bilan carbone au niveau européen, donc à F Europe, comme je disais, ces deux business units, cette douzaine de pays et ces 8 usines. Et notamment, ça permet au niveau européen donc de cocher la case du reporting CSRD, étant donné qu'ils sont soumis même dans la nouvelle, même avec Omnibus, donc par ces obligations-là. Et donc, voilà, on a fini le bilan carbone au niveau européen et on a entamé la démarche ACT.